Bienvenue dans Trait d'Union, un podcast en 5 épisodes consacré à la maison d'édition Noir sur Blanc. Pour ce 4e épisode, nous sommes en compagnie de la traductrice Maude Babillard et de l'éditrice Fanny Mossière qui nous reçoivent à Lausanne pour explorer l'œuvre de l'autrice russe Gouzel Yakina et son dernier majestueux roman Les enfants de la Volga. Bonjour, Maude Babillard et Fanny Mossière. Maude, vous êtes suisse installée à Moscou. Vous avez traduit plusieurs ouvrages pour les éditions Noir sur Blanc, dont ceux de Gouzel Yakina. Vous avez reçu le prix de la traduction INALCO en 2019 pour son premier roman Zuleka ouvre les yeux. Fanny Mossière, vous êtes éditrice chez Noir sur Blanc depuis 2008, notamment en charge du domaine russe. D'abord, une question pour Maude Babillard sur le métier de traductrice. Vous avez déclaré être traducteur, c'est une mobilité physique, mais aussi une forme de mobilité mentale et la faculté de trouver des résonances d'un univers à l'autre, avec la difficulté de préserver la mélodie du texte, la musique qui berce et fait toute la puissance du roman. Alors comment est-ce qu'on la préserve, cette musique ? Bonjour, juste pour commencer sur la mobilité physique, donc c'était par rapport au fait que j'habite en Russie, mais évidemment on peut traduire sans bouger, c'est l'avantage du texte. Ce n'est pas une obligation, c'est plutôt une réalité dans ma vie. Après, comment est-ce qu'on conserve la musique d'un texte ? Déjà quand on le lit, on est touché, frappé par sa musique, et moi, mon but c'est toujours que mon lecteur francophone ait les mêmes sensations que le lecteur de la langue originale, donc dans mon cas le lecteur russe. Évidemment, il n'aura pas les mêmes références culturelles, historiques, forcément, mais si le texte est rapide, il doit être pris dans la rapidité. Si le texte est poétique, il doit sentir une poésie. Donc j'essaie de rendre cette impression. Vous avez traduit le premier texte de Gouzel Yakina, Zuleka ouvre les yeux, et son dernier roman en date, Les enfants de la Volga. Comment définir la singularité de sa langue ? Elle est à la fois très dense, très foisonnante et très précise. Je crois que la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une belle langue, ce qui est pour moi, en tant que lectrice et que traductrice, très important. C'est une langue qui emporte, c'est-à-dire qu'on ouvre le livre, on commence à lire et puis on est emporté comme par un fleuve, par exemple, ou comme si on était dans le train ou le bateau qu'il y a dans certains de ces romans, qui n'est pas lourde. Elle a une espèce de légèreté et en même temps c'est une très belle langue, une vraie langue littéraire. Voilà, donc c'est un peu tout ça à la fois et on est emporté. Et quand je traduis, ce qui est essentiel, c'est qu'on soit emporté aussi. Et c'est effectivement ce texte qui est un grand roman très ample et qui charrie beaucoup d'émotions. Donc vous parliez du fleuve, il y a un mouvement dans cette langue aussi. Exactement, du début à la fin. Et alors moi je le traduis, je ne sais pas comment elle le fait. Je le fais derrière elle, mais on est emporté. Les enfants de la Volga, ça raconte l'histoire des Allemands qui sont venus à la moitié du XVIIIe siècle sur l'invitation de Catherine II et s'attache précisément au destin de Jacob Bach, un instituteur. Alors racontez-nous l'histoire de cet homme, de ce petit homme au destin beaucoup plus grand que lui. Oui, c'est souligné au début du livre, c'est un homme insignifiant, qui n'a pas tellement même d'aspect extérieur, que personne ne remarque, mais qui lui remarque tout, c'est-à-dire que c'est l'observateur. Et donc il est un peu la mémoire du village, juste avant la Révolution, jusqu'à la fin des années 30. Donc on est vraiment dans les grands bouleversements en Russie du début du XXe siècle, qui est l'époque un peu phare de Gouzel Yakina dans les 2 livres qui ont été traduits en français et dans le 3e. Et tout d'un coup, il lui arrive ce qu'il arrive dans tous les contes, une aventure. Il traverse la Volga et il se trouve dans une ferme mystérieuse avec un espèce d'ogre, enfin un homme énorme, fermier, et qui a une fille dont il va tomber amoureux, Clara. Et à partir de là, il va être pris entre ce monde un peu hors du temps de la ferme de l'autre côté de la Volga et son village allemand des steppes. Mais c'est un récit effectivement très romanesque. Il écrit lui-même des contes, donc il y a un récit dans le récit. Et même il y a un récit dans le récit dans le récit. Non. Il écrit des contes et à un moment ces contes se réalisent dans la vie, donc ça va encore plus loin. Oui, c'est un moment que j'adore. La Volga, entre steppe et montagne, c'est vraiment un personnage à part entière de ce roman. Tout comme dans le précédent, l'histoire et la géographie sont très importantes dans l'œuvre de Gouzel Yakina. Ce sont des personnages à part entière de son texte.
Tout à fait. La Volga est à la fois un personnage à qui il arrive beaucoup de choses, et c'est aussi une frontière. C'est un peu la frontière du monde de ces villageois. Et c'est aussi un lieu où il se passe des grands événements historiques. Enfin, c'est un peu toutes ces choses ensemble, oui, qui sont tout d'un coup réunies dans cet endroit. Fanny Mossière, enfin c'est une question pour vous aussi Maud, mais en quoi selon vous Guzel est l'un des plus grands écrivains russes contemporains? Alors je trouve que Guzel Irina a vraiment un talent pour incarner l'histoire russe. Elle arrive vraiment à rendre ces épisodes dans des personnages, à l'incarner, et puis on a à la fois le plaisir du roman, le plaisir de suivre des personnages qui paraissent vivants, dont on veut connaître le destin, etc. Et puis de décrire cet arrière-fond historique, de nous expliquer ce qui se passait, vraiment de manière très réussie et très incarnée. Et je pense que c'est vraiment une des écrivains russes qui réussit à faire ça aujourd'hui. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça touche un nombre de lecteurs très très important en Russie. Donc il y a des centaines de milliers de lecteurs qui du coup se retrouvent confrontés à ce passé-là et puis qui commencent à y réfléchir, à en parler. Donc elle a aussi un rôle comme ça de tout d'un coup de révéler ou de refaire sortir cette histoire. Et ça touche vraiment beaucoup de monde. C'est pas une historienne qui écrit un essai qui est discuté par 4000 personnes, quoi. C'est pas du tout ça, c'est très populaire. Oui, et Maud, vous dites qu'en Russie, le passé n'est jamais résolu. Enfin, vous dites, et pas Oui, seulement je suis pas la vous. seule. Et c'est vrai que Guzel Yakina a trouvé, avec ce roman et le précédent, le moyen de se retourner sur le passé et sur la grande histoire russe sans porter un jugement particulier ou sans faire de polémique. C'est-à-dire, elle raconte ce qui a été et ça peut susciter des débats, mais c'est pas l'objet premier de ces textes. Oui, en même temps, les choses sont quand même dites. Elle parle de la famine, elle parle des massacres, elle parle de la découlakisation, ici et dans le premier. Donc elle dit les choses très justement, et on peut dire que c'est une prise de position de les dire, parce que peut-être certains aimeraient les passer sous silence. Donc de ce point de vue-là, des fois, ça fait naître quand même des polémiques en Russie par rapport aux gens qui voudraient nier toutes les horreurs du passé. Mais elle a une façon, c'est vrai, apaisé enfin c'est une sorte de catharsis en fait, je pense, de parler de ces personnages, de nous les faire aimer, de montrer aussi qu'ils ont leur vie est tout à fait inventée mais basée sur des faits historiques, et je pense que ça fait beaucoup appel aux émotions du lecteur. Ça on le ressent en tant que lecteur français, je pense aussi, et peut-être pour les Russes c'est un moyen justement de revenir par les émotions à des choses difficiles qu'ils ont peut-être dans leur histoire familiale ou dans leur passé, qu'ils ont peut-être de la peine à affronter, et ça permet d'y aller plus en douceur peut-être, en tout cas d'y retourner. Ce n'est pas un roman documentaire, mais c'est un roman documenté, c'est-à-dire qu'elle a extrêmement travaillé sur les archives, sur des thèses d'historiens, comme vous le disiez, ce qui fait la vraisemblance, la véracité du récit, mais ça reste de la fiction. Oui, je crois qu'un récit documenté, c'est une très bonne définition. Peu de romanciers s'étaient emparés de ces thèmes-là. C'est-à-dire que les romanciers qui en ont le plus parlé avant et qui étaient la voix, par exemple, des camps ou des répressions, c'était pas des témoignages, c'était des témoins. C'est-à-dire, c'est des gens qui l'ont vécu, qui ont vécu la prison, les camps d'une façon ou d'une autre, donc qui l'ont vu. C'est leur expérience. Tandis que Guzel, qui a 43 ans, elle, évidemment, elle n'a pas vécu tout ça. Elle a des récits de famille, donc c'était un peu présent dans la mémoire. Mais bon, c'est le récit de quelqu'un qui l'a entendu de quelqu'un. Enfin, c'est présent, mais sans être témoin, évidemment. C'est pas son époque. Donc, ça donne une distance, et justement une distance romanesque aussi. Et je pense qu'elle a eu raison de choisir le roman. Qui rend un autre son, forcément. C'est plus du tout la même chose. Et je crois qu'entre ces premiers témoins qui ont beaucoup écrit là-dessus et qui ont révélé au monde, par exemple les camps et tout ça, et cette jeune génération qui la raconte sans l'avoir vécu, il y a eu assez peu entre deux, et tout d'un coup c'est redécouvert par une jeune génération. C'est très intéressant, mais c'est étonnant au début. On n'avait pas l'habitude que des non-témoins s'emparent de ce sujet. Et puis aussi, c'est intéressant par rapport à Guzel, quant à la forme, beaucoup de gens disent c'est du roman assez classique. Peut-être que maintenant on a plus peur de faire du roman assez classique, et elle a aucune peur, elle s'engouffre dans la fiction. Je crois qu'elle la porte, elle a un bonheur d'écrivain dans cette fiction
Puis je pense que c'est ce qui donne aussi sa force. Elle est dans ses personnages, et on est avec elle. Donc je pense que pour elle, c'est une façon de raconter le monde qui s'impose et qui se transmet à nous. Il y a une autre thématique chère aux romanciers russes qu'on retrouve d'une certaine façon dans ce texte-là, comme dans le précédent. C'est cette idée d'un héros ou d'un anti-héros, d'un petit personnage, d'un petit homme confronté à un système, un grand système impitoyable, bien plus fort que lui. On retrouve ça ici. Vous êtes d'accord avec cette idée-là, Maud ? Sans aucun doute. Après, c'est assez amusant parce que effectivement, il est confronté à l'histoire qui le broie potentiellement. Aussi à la nature, on a aussi toujours cette nature très ample, et je crois que c'est aussi un ressenti de son pays et un amour de son pays, de cette nature qui prend beaucoup de place et qui est très belle, et cet hiver très froid. Mais oui, évidemment, et là c'est vraiment souligné dans le roman avec la présence de Staline qui se rêve sur les épaules de statues géantes à écraser la terre. Enfin, il y a vraiment des images comme ça, et puis qui va dans un village allemand et qui trouve tout le monde petit. Et c'est le destin du petit homme, et même là physiquement presque, et du grand homme qui veut surplomber et décider pour tout le monde, effectivement, oui. Est-ce que la Volga, justement, c'est un lieu ou un élément du roman qui revient dans les réactions du public russe ? Vous avez assisté à pas mal de rencontres, Maud. Est-ce qu'il y a ce retour, justement, sur le fleuve, sur ce rapport au fleuve affectif très fort ? Alors, ce que j'ai vu à Moscou, je ne sais pas. Je sais qu'elle a présenté le livre sur les terres des Allemands de la Volga, et que les gens ont reconnu le lieu mythique où se passe, donc ont reconnu le lieu géographique de Gnadenthal, qui est en fait un village inventé. La ferme est aussi un village inventé, mais qui ont été placés, on a mis une carte au début qui a été placée à un endroit bien précis, et les gens de la région ont tout à fait reconnu où ça se passe. Et évidemment ont reconnu leur histoire. Je sais qu'en Allemagne, il y a eu beaucoup de débats, parce que le livre a été traduit en allemand, sur justement ce destin des Allemands de la Volga qui n'existe plus, c'est-à-dire les Allemands ne sont plus sur la Volga. Qui est méconnu, enfin pour nous les Français, voilà. C'est une part totalement méconnue de l'histoire. Parce que c'est aussi une histoire qui s'est entièrement terminée à partir de 1941. Et par contre, ce que j'ai vu à Moscou et à Krasnoïarsk, c'était vraiment quelque chose de très fort, mais par rapport à l'histoire plutôt. Et comment expliquer que ce pan de l'histoire quand même assez important était comme ça, enfin pas passé sous silence, mais méconnu pendant si longtemps, et par les Allemands et par les Russes ? Déjà, il est douloureux. Après, en Russie, il y avait la censure, il y avait des sujets dangereux, évidemment. Mais je pense que c'était douloureux. Et puis, c'est pas le seul peuple, malheureusement, qui a été réprimé par Staline. Donc il y a aussi beaucoup de travail à faire pour ce travail de mémoire qui concerne beaucoup de minorités en Russie, quoi. Donc il y a du travail. Et puis les romans comme ça fait partie de ce travail de mémoire. Et pour ça, c'est très important. Comment vous êtes donc respectivement l'éditrice et la traductrice de Gouzel ? Vous avez passé beaucoup de temps avec elle, et notamment après la sortie des livres. Comment est-ce qu'elle reçoit justement cet accueil de ces romans ? Est-ce qu'elle est complètement subjuguée, surprise, émerveillée ? Ça doit être un sacré choc positif pour elle. Je pense surtout pour le premier, en fait, surtout pour Zuleika, qui a été quand même un best-seller immédiat et un tsunami pour elle, vraiment une vague. Plus d'1 million d'exemplaires. Oui, 1 million dans le monde entier, en Russie. Un best-seller. Et les grands prix littéraires, elle a eu plusieurs prix littéraires. Bientôt 2 millions dans le monde, mais pas encore tout à fait, m'a dit l'agent. Donc sur le bandeau, on a mis seulement 1 million, mais traduit dans 30 langues. Enfin, oui, mais je crois qu'au début, pour elle, ça a été une grande surprise. Ouais. Et puis c'est quelqu'un d'assez réservé. Enfin, c'est pas quelqu'un qui cherche la gloire du tout. Donc, je crois qu'elle avait vraiment un besoin d'écrire. Et puis elle a écrit le roman qu'elle portait depuis longtemps. Elle disait qu'elle avait mis du temps à se décider à écrire, que ça avait été un assez long processus pour elle. Donc maintenant, je pense que maintenant elle s'est un peu plus habituée, mais c'est vrai que de temps en temps on se demande comment elle... Parce que nous on reçoit aussi maintenant des réactions de lecteurs et de lectrices tellement
touchée, et un libraire m'a dit l'autre jour, j'étais sidérée par ce texte, par cette beauté, par cette spiritualité. Et comme éditeur, c'est extrêmement touchant d'entendre ça, c'est extrêmement valorisant aussi de se dire on a pu te donner ça à lire, enfin, et toi aussi d'ailleurs comme traductrice. Puis on se demande si Gouzel maintenant c'est un peu habitué à ça, mais je pense qu'on ne s'habitue jamais parce que c'est un tel cadeau, enfin c'est un tel don que je pense qu'elle reçoit les remerciements avec beaucoup de joie. Je pense que la pression a été énorme pour celui-là, pour Les Enfants de la Volga, pour elle, parce que c'était son deuxième roman, donc elle avait tout à prouver, que c'était pas un hasard le premier, qu'elle était capable d'écrire encore, qu'elle allait continuer à être écrivain. Comme on l'a dit, c'est quelqu'un de très doux, mais en même temps de très ferme, et ça je trouve qu'on le retrouve aussi dans le livre, c'est-à-dire justement, elle dit les choses, elle n'a pas peur de dire les choses, il y a une beauté, il y a quelque chose de doux aussi, mais il y a une dureté des événements qu'elle ne passe pas sous silence, et ça fait partie de son caractère aussi. Et je pense que à la fois son côté calme, mais aussi sa fermeté lui ont permis de tenir la pression médiatique énorme, les polémiques souvent ridicules, mais très portées par des voix très fortes, etc., sur le roman. Et puis bon, je pense que c'est une chance et d'avoir autant de succès est toujours problématique parce qu'on est un peu exposé. Mais je pense que c'est quelqu'un qui arrive bien à se protéger et puis qui ne va pas céder sur ce qui est important pour elle, ce qui est une chance. Donc elle va continuer à écrire ce qu'elle veut écrire et comme elle veut l'écrire. Pour terminer, je pense que le meilleur moyen de donner envie aux gens de lire ce livre, c'est d'en lire peut-être un extrait. Donc, je vais vous laisser, Fanny, Maud. Je lis un extrait qui est en rapport avec la Volga. C'était en juillet. Bach était assis sur la rive et Clara, fatiguée d'avoir longuement nagé dans la Volga, sortait de l'eau sur de grandes pierres. Elle lui sourit de son nouveau sourire, doux et serein, la tête un peu penchée sur le côté, tordant ses cheveux pour les essorer. Le soleil illuminait son corps moulé par sa chemise trempée, et Bach se rappela soudain l'une des sculptures en plâtre dans la maison du meunier Wagner. Il regardait les lignes suaves arrondies qui allaient des seins de la femme à son ventre rond et ses cuisses pleines, et sentit l'angoisse monter lentement. Il avait enfin pris conscience de ce qui leur était arrivé ce jour, en avril, qu'ils avaient tenté d'oublier, d'envoyer au vent, de laver dans la Volga, et qu'il leur revenait maintenant, comme un objet jeté dans les flots revient sur la rive déposé par la marée. Et Clara continuait de sourire, impassible comme une statue, indifférente au regard de Bach, ne se souciant pas de savoir s'il l'avait vu, et si oui, ce qu'il éprouvait. Elle souriait du sourire qu'elle avait eu alors en ce matin terrible. Elle souriait, ayant compris, elle souriait du sourire qui désormais ne quittait plus ses lèvres. Fanny, un autre extrait. Oui, alors je vous lis un extrait sur les enfants. On n'a pas tellement parlé des enfants, mais bien sûr que dans Les Enfants de la Volga, les enfants sont centraux. Finalement, Bach se dit « c'est bien », qu'ils grandissent tout simplement, ces enfants, que leur langue lui soit étrangère, qu'ils ne comprennent rien à leurs pensées. Les instants où ils étaient proches étaient trop rares, et quand ils avaient lieu, trop courts. C'est bien. Qu'ils grandissent simplement à ses côtés, comme les pommiers au verger, les chênes dans la forêt. Qu'ils se nourrissent du fruit de ses efforts et de ses soins, qu'ils respirent, dorment, mangent, rient près de lui. Il s'occuperait d'eux, avec autant de zèle et de soin qu'il le pourrait. Il attraperait du poisson pour eux, récolterait des noix et de l'eau de bouleau, sèmerait des carottes et des pommes de terre. Il leur ferait boire des herbes s'ils tombaient malades, tourner des disques s'ils s'ennuyaient. Il chaufferait le poêle et les attendrait s'ils s'enfuyaient longtemps dans la forêt. Sa décision prise, tout se passa comme il l'avait pensé, exactement. Merci Maud Mabillard, merci Fanny Mossière. C'était l'épisode 4 du podcast Trait d'Union consacré à la maison d'édition Noir sur Blanc.